Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à mon ami d'enfance Marc Brunoël. En hommage à sa volonté et à son courage. Avec mes remerciements pour m'avoir autorisé à écrire ce roman qui n'est donc pas tout à fait une biographie, mais qui rapporte, avec le plus de fidélité possible, des événements historiques vécus de l'intérieur. Au lecteur. Excepté les noms des personnages historiques, des lieux géographiques et le mien, ceux des personnes citées dans ce roman sont purement fictifs. Première partie, enfance et adolescence. Chapitre 1, Les petits voyous 1945 à 1953, les années ont. La rue Victor Hugo, c'est d'abord la rue du Stade et des écoles. Pour les enfants, elle descend à partir de la boulangerie Suarez et s'arrête à la place Jules Ferry où les platanes encerclent le kiosque à musique. Elle passe devant d'autres repères dont on connaît par cœur les façades mais dans lesquels on n'a pas toujours eu l'occasion de s'attarder. 4 entrées d'immeubles espacées, 2 magasins d'alimentation tenus par des Mozabites, un autre par une Alsacienne, une papeterie, 2 garages, la maison du café qui embaume tout l'espace et même une étable. 3 perpendiculaires donnent dans la rue Victor Hugo. La plus importante, c'est une impasse, celle où l'on habite presque tous, celle qu'on appelle la rue de la Gendarmerie ou bien le quartier Jordi. On emprunte souvent les 2 autres perpendiculaires. La rue qui va au marché, à la mairie et au commissariat est à l'angle de la petite usine de torréfaction. En été, entre midi et 2 heures, les ouvriers dorment à l'ombre sur le trottoir, dans l'odeur du café. Quant à la rue Gambetta, elle se trouve à la hauteur de la place. On s'y engage tout de suite après le café mort de Monsieur Pharaon. On longe alors une série de gargotes obscures qui font face à de misérables logements en rez-de-chaussée, ou d'un seul étage. On franchit la porte d'entrée d'une de ces demeures, et on débouche sur une cour intérieure aménagée pour tous les locataires, avec une pompe à eau et un unique WC à la turque. Je connais bien cette maison. Ma mère y est née et mon oncle y habite encore. Arrivés à la place, parce qu'il n'y a pas de feu rouge, les petits n'ont pas le droit de traverser seuls la rue de Constantine sillonnée de voitures. Avec les grands ou avec les parents, on peut prendre ici le tram ou le bus pour aller à droite, à l'hippodrome du Caroubier, à Maison Carrée ou à l'aéroport de Maison Blanche. Quand on est accompagné, on peut aussi se rendre sur le trottoir d'en face et aller à gauche, à Alger Centre, pour une visite d'exception ou pour faire des courses dans un grand magasin. Ce trottoir passe devant des cafés bruyants pleins de clients qui boivent, jouent aux cartes ou discutent comme s'ils étaient en colère. On entre dans les boutiques pleines de clientes, la boucherie Roger, la charcuterie Ponce, la boulangerie Baladero le jour de fermeture de Suarez. On nous laisse parfois chez Rodriguez, le coiffeur. C'est lui qui nous prend par la main à la fin de la séance et nous reconduit sur la place. On passe la plupart de notre temps hors de chez nous, entre copains à peu près du même âge. Personne ne cherche à savoir de quelle manière chacun vit dans sa famille. On croit que c'est pareil pour tout le monde. Ce qui compte, c'est qu'on se retrouve tous les jours de vacances, et qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Les jours de classe, et même le jeudi, on n'a pas le temps de s'éloigner du quartier pour partir à l'aventure. En été, on est entièrement livré à nous-mêmes pendant que les parents travaillent. On se rassemble dès le matin dans notre petite rue tranquille, un long et large cul-de-sac, sans boutique, qui donne dans la rue Victor Hugo. Du moins, on se tient dans le fond, car les enfants qui résident au début de l'impasse, dans les premiers immeubles, ne se mêlent pas aux voyous des 4 bâtiments siamois qui donnent sur le stade. Alan n'habite pas dans ce vieux bloc de 5 étages dont les terrasses, carrelées de dalles rouges, sont équipées de cordes à linge et d'une buanderie consistant en 2 bassins d'eau froide pour le lavage à la main. Ces terrasses offrent une superbe vue sur la ville, jusqu'à la mer et jusqu'aux premières jetées du port. Elles permettent aussi, aux privilégiés qui disposent d'une clé, de regarder les matchs de foot qui se déroulent à domicile un dimanche sur 2. On reconnaît les joueurs, même si le terrain en tuf au pied des immeubles est un peu petit vu d'en haut. La maison d'Alan n'est pas loin. Elle se trouve exactement en face de l'école de filles. C'est un rez-de-chaussée de 3 pièces, paraît-il, que personne n'a été invité à visiter. Nul n'a vu la mère de notre copain. Elle reste enfermée chez elle, non seulement pour respecter la coutume mais parce qu'elle ne peut pas même sortir voilée et accompagnée pour faire les courses, elle est aveugle. Les 2 sœurs d'Alan s'occupent de tout dans la maison, surtout l'aînée, Fatia, qui ne va plus à l'école.
la Benjamine Farida ne manque pas d'occupation non plus, dès ses devoirs finis et ses leçons apprises. Alan ne parle jamais d'elle, et ne répond pas aux questions. Mais tout le monde connaît son père, Monsieur Djellad, qui est le gardien des entrepôts d'Ouri et des garages attenants à la maison d'habitation. C'est un homme grand et maigre, toujours souriant. On n'en sait pas plus, il ne s'intéresse pas aux copains de son fils et ne laisse entrer personne dans les hangars. On le rencontre parfois devant chez lui, sur le pas de la porte. On le salue poliment. Il répond « Bonjour les enfants », puis il donne un ordre à voix basse à Alan. Celui-ci file immédiatement à l'intérieur après nous avoir fait un petit signe de la main. On ne sait pas pourquoi il faut qu'il rentre à ce moment, alors qu'on passe par là par hasard. Jean-Yves dit qu'il doit chaque fois oublier de faire quelque chose d'important. Alors on se rabat vers nos immeubles. On se pose sur les marches de la première entrée en espérant qu'Alan ne tardera pas à ressortir. Parfois, en attendant, on organise des jeux dans l'impasse où les autos sont rares. Le plus souvent, je vais chercher mon ballon en caoutchouc et on fait un foot, avec des petits buts matérialisés par 2 objets quelconques espacés d'un grand pas, pierre, boîte, bout de bois, béret. Pas de gardien, 3 contre 3 quand c'est possible. Jean-Yves, Jacques et Gérard d'un côté, Antoine, Raoul et moi de l'autre. David, le petit frère que Gérard a en permanence sous sa garde, change d'équipe toutes les 10 minutes. Tous les gosses du monde ont des jeux qui se ressemblent, à quelques différences près, en fonction du climat et des saisons par exemple, et surtout en fonction de l'âge et du sexe. Dans notre quartier, on ne joue pas avec les filles. La scolarité nous sépare et personne n'y trouve à redire. Ceux qui ont des sœurs les côtoient seulement à la maison. Aucun d'entre nous ne s'occupe d'elles, même si on les croise dans la rue ou si elles rendent visite à nos propres sœurs. Mais tout le monde se connaît car excepté chez Alan, on va souvent les uns chez les autres. Jusqu'à 11 ou 12 ans environ, on a la possibilité d'échapper à la réalité quotidienne comme l'école, comme les courses au marché ou dans les boutiques, et comme la vie en famille. Du CP au CM2, on grandit sans à-coups, on n'est pas encore soumis aux transformations du corps. On se transporte par l'imagination dans un univers qui obéit à nos propres règles. C'est une source de plaisir inépuisable. On se dépense physiquement, on pratique les jeux qu'on a appris en observant les plus grands que nous, on imite, on modifie, on invente. Il y a les jeux auxquels on se livre sur place, il y a ceux qui longent la mer et ceux qui nous font prendre la route, traversent les champs et les forêts. En été, ce qu'on aime faire le plus quand on est ensemble, c'est vagabonder. Nous tous, membres de la bande d'Alan, on ignore les frontières. Souvent, on n'hésite pas à traverser la rue de Constantine sans s'occuper de l'unique passage clouté situé beaucoup trop loin, et on s'engage dans la petite impasse à l'angle de chez Girardi, le marchand de vélos, pour emprunter la passerelle au-dessus des voies ferrées. Alors, de l'autre côté, on coupe en courant la route moutonnière, qui est l'ancien nom de la voie rapide où défilent à toute allure les voitures et les camions. Après quoi, la mer est tout près. On atteint les rochers, on s'installe, soit pour pêcher, soit pour plonger et se baigner quand les vagues ne sont pas trop grosses. On n'a pas de maillot de bain. On nage en slip puis on attend qu'il sèche avant de se rhabiller et de rentrer sagement à la maison. Quand on part à l'aventure, Alan donne l'exemple. Il n'a peur de rien et il sait tout faire. Comme pour la baignade, c'est lui qui entraîne la troupe vers les territoires de l'intérieur, dans la campagne, c'est-à-dire au-delà de la boulangerie, en direction de l'hôpital Parnay et de l'Éveillé vers la gauche, de Couba tout droit et du ruisseau, du ravin de la Femme sauvage ou de Bellecour vers la droite. On ne va que rarement jusqu'à ces villes mais on marche pendant des heures, une fois dépassé la côte arabe, ou la côte des eucalyptus, parmi les villas, le long des cultures, à travers bois. En chemin, il y a de quoi faire. Alan marche devant. Il regarde partout et il improvise. La priorité, c'est de s'emparer de ce qu'on trouve dans la nature. On n'est pas de grands voleurs, on est plutôt des maraudeurs. On n'est pas non plus des crève-la-faim ou des mendiants qui cherchent à se nourrir. On a des règles. On se dit que si on se fait attraper, on ramassera une raclée mais ça n'ira pas plus loin. Ça ne méritera pas une plainte au commissariat ou des ennuis pour les parents avec la justice. On se trouve même de bonnes raisons de chaparder. D'abord, on ne s'en prend jamais aux pauvres. Ensuite, on ose parfois braver le danger et on se comporte en héros. Par exemple, pour pénétrer dans le jardin de la Villa des Orangers, il faut escalader les barreaux pointus, atteindre les premiers arbres et décrocher à toute vitesse 4 ou 5 grosses oranges.
On en met 2 dans les poches, on lance les autres à ceux qui sont restés à l'extérieur et on fait le chemin inverse en un éclair car la porte de la maison s'ouvre et le propriétaire ou sa femme sort, un bâton à la main, en hurlant des gros mots. Un jour, Jacques a pris du retard et il a reçu des coups de nerf de bœuf sur le dos au moment où il grimpait. Il a eu de la chance car c'était la femme qui frappait sans arrêt. On s'est sauvé en rigolant, mais on s'est tu quand on a vu que Jacques courait en pleurant. C'est moins risqué de cueillir des figues fraîches ou des figues de Barbarie, ou bien des tomates ou des fèves ou encore des grappes de raisin sans surveillance. On déguste ces fruits et ces légumes délicieux avec le plus grand des plaisirs, en silence, en se regardant avec fierté. En dehors du courage face au danger, une des premières qualités qu'on s'exerce à développer, c'est la ruse. On se dit aussi que resquiller, ce n'est pas tout à fait voler. On ne prend rien à personne en entrant au stade ou au cinéma sans payer. Ce n'est pas aussi héroïque que marauder, mais ça demande de mettre au point des plans, d'élaborer des stratégies difficiles à appliquer. Quand on se fait prendre, et ça arrive quelquefois, on est simplement chassé à coups de pied au cul. Pour réussir à entrer dans la place, dans les 2 cas, il faut tout de même de l'aide. Les accès officiels au stade sont parfaitement surveillés. Impossible de tromper la vigilance du caissier et des 2 contrôleurs. Il n'y a qu'une solution: profiter de la situation favorable des rez-de-chaussée de nos immeubles. En effet, certains appartements qui ouvrent vers la mer bénéficient d'une terrasse terminée par un petit parapet. Ce muret surplombe soit l'allée conduisant des guichets à l'entrée des tribunes couvertes, soit le passage étroit qui court sur toute la largeur du terrain pour rejoindre les gradins sans abri en rasant un très haut grillage de protection, juste derrière la cage du gardien de but. La difficulté principale est d'obtenir l'autorisation d'enjamber le parapet, de se tenir à bout de bras et de se laisser tomber d'une hauteur d'1,50 m environ dans l'allée ou dans le passage. Il faut choisir le bon moment pour exécuter la manœuvre, car des contrôleurs se déplacent souvent d'un poste à l'autre. Dès qu'on a touché le sol, on a gagné. Les spectateurs payants qui se dirigent vers les tribunes nous regardent faire en riant ou en plaisantant « Attends-toi, t'y vas voir » ou bien « Attention, voilà la police ». On se redresse sans mot dire, et on se mêle à la foule en jubilant. Mais les 4 propriétaires des rez-de-chaussée concernés ne sont pas tous disposés à nous laisser entrer chez eux pour esquiller. Celui du numéro 17, le mieux situé, est un vieux célibataire qui ne parle à personne et déteste les enfants. Celui du numéro 15, c'est la concierge, le dragon qui interdit tout rassemblement au-delà de 5 minutes dans son entrée toujours propre. Celui du numéro 13, c'est une grand-mère juive en mauvaise santé qu'il ne faut pas déranger parce qu'elle est à moitié sourde et parce que lorsqu'elle ne comprend pas ce Q', on lui veut. Elle ouvre une fenêtre de la cour intérieure et appelle à grands cris son fils logé au premier étage. Celui du numéro 11 est le plus accommodant. C'est le père d'une jeune fille aux yeux bleus prénommée Aïcha et de 3 garçons. Le plus grand, Lounis, travaille déjà comme apprenti serrurier. Le deuxième, Kader, fait partie de la bande des plus petits que nous. Tarek, le dernier, a une maladie inconnue. Monsieur Boilem n'accepte de laisser entrer chez lui que 2 d'entre nous pour ne pas attirer l'attention des autorités. À ceux qu'il laisse entrer, il recommande avec insistance de marcher sur la pointe des pieds en passant devant les chambres. On est impressionné par le silence qui règne dans tout l'appartement, à cette heure après le déjeuner. Un silence protégé par les volets fermés pour garder la fraîcheur. Un silence de dimanche après-midi à peine troublé par la rumeur du stade. Entrer au cinéma à ouf, sans débourser un sou, ne peut être réussi qu'avec un complice à l'intérieur. Il faut donc que l'un de la bande paye sa place pour faire ensuite entrer les autres. Comme on est toujours fauché, on essaye d'attendrir un grand pour qu'il veuille bien nous aider. Le frère aîné de Jacques accepte de tenir ce rôle quand il est bien luné. Il y a 3 ruses possibles à employer dans l'ordre. D'abord, ça peut se passer au moment où les clients présentent leurs billets. Une bousculade permet de superposer des mains de façon à faire tomber le ticket plié, de le ramasser et d'affirmer que le contrôle vient d'avoir lieu. Ensuite, tandis que les impatients qui veulent entrer poussent ceux qui bloquent, le billet intact est glissé à Jacques sous une porte vitrée éloignée. Ça ne marche pas toujours. Alors, il faut attendre l'entracte. Après la première partie du programme, actualité, documentaires ou dessins animés et publicités Afrique Film, beaucoup de spectateurs se lèvent pour aller prendre l'air. Ils reçoivent du contrôleur une contremarque en carton leur permettant de sortir dans la rue et de revenir un quart d'heure plus tard voir le grand film.
ils rendent le laissez-passer pour entrer. Le plus simple pour esquiller, c'est la fausse contre-marque imitée avec soin, bien qu'on y jette à peine un coup d'œil dans la bousculade du retour. On peut difficilement tenter le coup du carton déjà remis. Ça ne marche presque jamais car sans talon à déchirer, le contrôleur est plus attentif. Si, pour ne pas éveiller les soupçons à la longue, on veut varier davantage, il reste la sortie de secours. C'est toujours Alan qui se dévoue. On se cotise quand on peut pour lui payer une entrée. Il attend que la projection ait commencé, et que la salle soit plongée dans le noir depuis un certain temps, puis il se lève comme pour aller aux toilettes et se faufile dans le couloir conduisant à la porte de sortie qui s'ouvre en appuyant sur une barre. 2 ou 3 copains, pas plus, entrent mais ils ont la consigne d'attendre 5 minutes avant de gagner 1 à 1 les sièges restés libres repérés dans la lumière du projecteur. Dans ce cas, la victoire n'est pas totale car le début du film est perdu, mais on se console en pensant que ce n'est le plus souvent qu'un générique long et ennuyeux. On regrette seulement l'introduction des westerns qui sont nos films préférés. Il reste une catégorie de larcins sans définition précise. Il s'agit des descentes soudaines dans les épiceries pendant une panne de courant qui plonge tout le secteur dans le noir. Cela se produit en automne ou en hiver, probablement à cause des orages violents. En fin d'après-midi, on traîne encore dans la rue mal éclairée par quelques rares lampadaires. Quand tout s'éteint brusquement, Alan donne le signal, chez Bitouni ou chez Mimoun. Alors on s'abat comme une volée de moineaux sur l'une de ces boutiques. On s'introduit par les 2 portes encore ouvertes, avant que les propriétaires ne s'organisent en installant des bougies un peu partout. À tâtons, les uns plongent les mains dans les gros sacs ouverts posés sur le sol, les autres dans des bocaux inconnus, puis on file aussitôt en serrant les doigts sur nos prises. On reçoit souvent des claques, des coups de pied ou de poing distribués à l'aveuglette. On échappe comme des anguilles aux bras qui veulent nous retenir ou peut-être qui font semblant de nous capturer car à quoi bon faire des prisonniers pour si peu. On n'a pas d'argent de poche, mais on n'aurait pas l'idée d'en réclamer. On connaît les difficultés que les parents rencontrent à la fin du mois. De la guerre, on ne se rappelle que les alertes, les sirènes et les courses aux abris en famille dans les caves. Encore que, d'après ce qu'on comprend des conversations entre adultes, la plupart des gens ne se dérangeaient plus car à notre connaissance, aucune bombe n'était jamais tombée sur Alger et sa banlieue. On se rappelle aussi vaguement les files d'attente et les cartes de rationnement. On se rappelle plus encore les jérémiades des mères qui n'en finissaient pas de bavarder dès qu'elles rencontraient une voisine. Mais à partir de 1945, à l'entrée au CP, tout semble s'arranger. On mange davantage de légumes et de fruits. On dévore les bananes fraîches parfumées qui remplacent les petites grises et sèches des paquets. La viande est rare dans les foyers mais le poisson n'est vraiment pas cher. On accompagne parfois notre mère au marché couvert, qui se trouve à 10 minutes de notre rue. Il occupe tout le rez-de-chaussée du foyer municipal, c'est-à-dire de l'ensemble des bureaux de la mairie et des appartements des fonctionnaires, de nos maîtres d'école en particulier. On s'y rend seul quelquefois pour faire des affaires. La première opération consiste à se présenter devant les bancs de poissons et à proposer aux poissonniers des piles de vieux journaux. On les a patiemment mis de côté pendant des semaines, ce qui n'est pas facile car les gens en font une grande consommation dans les toilettes. De plus, le papier journal sert couramment d'emballage pour toutes sortes de choses. Il est utilisé, par exemple, pour couvrir les livres de classe quand on n'a pas d'argent pour acheter les traditionnels rouleaux de papier bleu. Les marailleurs ont besoin de plusieurs couches de journaux pour empaqueter les poissons qui trempent dans la glace pilée. Ils prennent volontiers les nôtres et nous donnent quelques pièces de monnaie qui suffisent à notre bonheur. On sait bien qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. Ce n'est pas comme les petits cireurs de souliers qui arpentent les rues avec en bandoulière, leur boîte en bois contenant leurs outils de travail. Alan s'est mis en colère quand Gérard a proposé de les imiter. On n'a pas le droit, on meurt pas de faim nous. Pour réussir la seconde opération, il faut avoir une grosse tige de fer recourbée qui puisse se glisser entre des barreaux serrés en fonte. Les allées du marché sont carrelées et légèrement en pente pour permettre leur lavage à grande eau, chaque jour après la fermeture. L'eau se déverse dans une rigole d'évacuation à travers les dents d'une lourde grille de protection, à la manière des bouches d'égout mais tout en longueur, constituée de plusieurs éléments posés bout à bout. Ces grilles sont une aubaine car elles retiennent les épluchures, les débris de toutes sortes,
mais laissent passer un peu de terre et les pièces de monnaie que des ménagères maladroites, ou embarrassées par leur cabas, laissent échapper de leurs doigts en ouvrant leur bourse. Pour quelques sous, elles ne vont pas déranger le responsable du marché afin qu'il vienne récupérer avec son grand crochet la menue monnaie disparue. Alan et moi, on a décidé que cela nous revient, que c'est notre affaire. Il faut avoir de bons yeux pour repérer une pièce derrière les barreaux, souvent à demi enfouie dans la boue. Il faut aller vite pour ne pas être surpris par le gardien. Lui seul peut nous chasser, car les marchands qui nous regardent faire s'en amusent, ainsi que les clientes qui n'ont encore rien perdu. On va entrer en CM2, et pourtant on n'éprouve pas encore le désir d'avoir de l'argent pour satisfaire des envies de friandises et de boissons sucrées. Bien sûr, on est content si on nous en propose à certaines occasions, mais c'est tellement rare qu'on n'y pense presque jamais, on ne rêve même pas devant les vitrines. On a droit aux bonbons, aux gâteaux des magasins et aux limonades les jours de fête, à la maison et à l'école. Ces jours exceptionnels, c'est Noël et c'est le 1er janvier. On passe facilement à côté des autres fêtes du calendrier, qui annoncent les coutumes religieuses. On n'appartient pas à des familles juives, sauf Gérard et David, ou à des familles catholiques ou musulmanes pratiquantes. On sait qu'il en existe dans le quartier. On s'en rend compte quand des copains nous donnent des morceaux de galettes azim délicieux. On le remarque quand on croise des petites filles arabes qui ont du henné sur les mains ou sur les cheveux. On le voit quand quelques parents endimanchés promènent leurs filles en robe blanche façon robe de mariée, ou leurs fils en pantalon long et veston avec un brassard blanc à franges longs comme le bras qui pend à une manche. Ces heureux élus des immeubles chics se pavanent tout raides, en serrant dans une main un petit livre de messe à tranches dorées, avec un regard méprisant pour nos shorts et nos tricots de peau sales ou déchirés. On rigole, on hausse les épaules et on poursuit nos activités. Ça ne nous empêche pas d'aimer le son des cloches le dimanche, jour de foot et de cinéma. Alan est comme nous. Il ne s'intéresse pas aux pratiques religieuses, il ne parle jamais des fêtes musulmanes, à croire que chez lui on les ignore complètement. Il ne parle jamais arabe avec nous, c'est dommage. Je lui ai demandé de m'apprendre un peu, quelques phrases, il a refusé. Il m'a donné l'impression que ça le dérangeait, d'être regardé comme quelqu'un de différent. Personne n'échappe à Noël et aux vœux du Nouvel An. Le début de décembre sonne le branle-bas de combat. Les décorations apparaissent dans les vitrines, pas seulement les guirlandes d'ampoules électriques clignotantes de toutes les couleurs, ça va encore, mais celles qui sont faites de franges en papier ou en aluminium doré ou argenté, celles qui ressemblent à de la paille et qu'on conserve dans des caisses toute l'année, avec les boules en verre fin et colorées qui éclatent à la moindre pression des doigts. Toutes ces lumières et toutes ces couleurs nous surprennent la première fois. Puis on les oublie, on les trouve même un peu ridicules, surtout quand elles prétendent embellir les sapins auxquels ont été accrochés des morceaux de coton en guise de flocons. Ici, sur la côte algérienne, on n'a jamais vu la neige. On sait ce que c'est grâce au cinéma, aux photos, aux livres, aux contes et légendes. On aimerait la voir en vrai. Il paraît qu'il y en a beaucoup dans le pays, dans les montagnes qu'on ne connaît pas, du côté de Shreya, de Médéa ou en Kabylie ou dans les Aurès. Il y a des enfants qui sont enchantés par ces parures de décembre. Ils les trouvent belles peut-être parce qu'elles leur annoncent qu'ils vont avoir, au pied du sapin, les cadeaux qu'ils ont commandés. Peut-être parce que ça donne à la ville un air de fête. Peut-être parce qu'ils se laissent convaincre par tous ceux qui leur disent que c'est un événement extraordinaire, à commencer par les parents qui se sentiraient mal à l'aise s'ils le manquaient. L'école s'y met aussi. Elle offre des cadeaux à tous les élèves la veille des vacances. À la maternelle, les mioches ont des jouets en bois. Ils sont tout fiers quand ils sortent en groupe autour de la maman de service qui doit les ramener dans notre rue. Ils comparent leurs petits trains, leurs crocodiles articulés, leurs camions et ils les traînent au bout d'une ficelle jusqu'à la maison. Ils ont rangé leurs paquets de bonbons dans la poche de leur tablier, après n'en avoir mangé qu'un ou deux pour les économiser. Nous, on n'a pas de jouets, on n'a qu'un gros sachet contenant des pralines, des fondants et des chocolats fourrés. En général, ces sucreries sont dures comme des cailloux, alors on en donne à ceux qui les aiment et parfois on s'en sert comme projectile. Pour le jour de l'an, on fait comme tout le monde. On ne comprend pas trop ce que cela veut dire exactement, mais on est tout heureux quand on reçoit un peu d'argent si les parents en ont les moyens, ce qui n'arrive jamais dans les familles nombreuses ou si on s'est déplacé pour aller embrasser un oncle généreux ou des cousins éloignés. Alan n'a rien à voir avec ces traditions,
et il évite de donner son avis sur ces questions, ce qui permet aux membres de la bande de prendre leur distance avec elles. Elles sont pour nous, aussi peu importantes que les célébrations religieuses. On ne fait aucun cas de la messe de minuit en cette période, comme des autres pratiques dont on entend parler aux petites vacances, à Pâques et les jours où il n'y a pas classe pour des raisons de ce genre qu'on ignore, comme pour la Pentecôte ou pour l'Ascension. Chez nous, on ne s'intéresse pas à tout ça. On ne fête même pas les anniversaires, alors ces événements inconnus. Il n'y a que 3 choses qui comptent dans notre vie. Ce qui se passe à la maison, à l'école et avec les copains. Dans notre bande, on veut être fort et adroit comme les héros qu'on admire. Nos modèles ne sont pas les soldats de la dernière guerre, ou le politicien dont tout le monde parle encore. Ceux-là sont des héros pour adultes. Les nôtres, on fait leur connaissance grâce aux informations sportives, ou bien quand on voit des films d'action, et parfois quand on lit les bandes dessinées que Jacques nous prête. Chez lui, le buffet de la salle à manger contient des piles de ce genre de livres. Ses grands frères qui travaillent en achètent plusieurs par mois pour leur collection. Dans le monde réel, on aime les boxeurs comme Marcel Cerdan, les footballeurs comme Raymond Kopa et Just Fontaine, et les cyclistes comme Fausto Coppi, Louison Bobet, Ahmed Kebaili et Abdelkader Zahaf. Au cinéma, on adore Errol Flynn, Gary Cooper, John Wayne. Alan, lui, a une passion pour Alan Ladd à qui il doit son surnom, d'autant que ce prénom ressemble un peu au sien, Alain, et que le nom de famille de l'acteur est presque le sien, J. Ladd. Alan est le plus doué d'entre nous au lance-pierre. On n'appelle pas comme ça les frondes qu'on bricole, on dit towel ou stack. On les fabrique avec une branche d'olivier en forme de I, majuscule, du cuir découpé dans une chute abandonnée par le cordonnier du quartier et des élastiques carrés achetés au détail pour 3 fois rien chez le droguiste. On paye avec les pièces qu'on a obtenues astucieusement sans voler. On porte le towel autour du cou comme un collier. On a une provision de petits cailloux ronds dans une poche arrière du short, et dans l'autre une sélection de billes de verre ou d'acier. On s'approche comme des Indiens des oiseaux qui se posent dans les arbres, dans les haies ou dans les cultures. On tire et quand on touche, on court ramasser l'oiseau qu'on plumera, qu'on videra et qu'on mangera plus tard, cuit à la broche. Alan est capable d'en descendre au vol, quand il s'enfuit au ras des buissons ou quand il passe en groupe au-dessus des vignes en criant. On ne choisit pas les victimes. On chasse aussi bien les pinsons que les rouges-gorges ou les fauvettes. On recherche tout de même des proies plus grosses mais on n'aime pas trop les étourneaux, on préfère les merles ou les griffes bien sûr. On ne se sert pas de notre arme pour vandaliser. C'est trop facile de faire voler en éclats des carreaux, des boules de porcelaine sur les poteaux électriques ou des phares de voiture à la casse ou des pots de fleurs accrochés au balcon. Un vrai guerrier ne s'en prend qu'à des cibles capables de lui échapper. Évidemment, on a le droit de se servir des stacles pour faire tomber les cocos couleur orange et les dattes qui se présentent en grappe, hors de notre portée, au sommet des hauts palmiers. Mais ça n'en vaut pas la peine. Il n'y a pas grand-chose à manger dans les cocos et du côté de chez nous, les palmiers dattiers femelles ne sont pas fécondés. À l'école, on nous a expliqué comment se fait la récolte quand les dattes sont mûres en novembre dans les palmeraies. Malgré tout, Alan a fait la démonstration qu'il pouvait grimper avec les mains et les pieds et atteindre les branches chargées de fruits, les casser et nous les jeter. C'est facile de monter 3 mètres, mais aller jusqu'au bout. Une seule fois, on a vu Alan utiliser son towel pour faire éclater une bouteille de vin. Elle était tenue par le goulot au bout d'un bras qui la balançait, celui d'un ivrogne. L'homme était un personnage connu dans les environs. C'était un Arabe de l'âge de nos pères. Il était devenu une épave. Son habit de travail raide de crasse n'avait plus de couleur, ses talons dépassaient de ses espadrilles avachis et effilochés, sa figure était horrible, violette, boursouflée, envahie de barbe jusqu'aux yeux, sa tignasse crépue était plantée de débris. Il se dandinait, et fredonnait une chanson incompréhensible. L'explosion du litron l'a changé en statue. S'il a regardé autour de lui, il n'a sûrement rien compris, on était déjà loin. Alan a dit simplement en serrant les dents « J'aime pas les poivreaux ». On s'est demandé à qui il pensait. Les towels ne sont pas nos seules armes, mais ce sont des armes pour de vrai, comme les canifs. On ne fait pas semblant comme lorsqu'on joue aux arcs et aux flèches, ou bien aux épées. Tous les garçons du monde ou presque imitent Robin des Bois ou D'Artagnan. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui partent sur le sentier de la guerre pour vivre comme des sauvages. Les arcs peuvent être dangereux aussi, mais ils sont moins efficaces et surtout plus encombrants que les stacles. On a encore une autre arme qui nous plaît beaucoup mais dont on se sert peu.
On ne l'emporte pas dans nos virées car il faut la porter en bandoulière pour garder les mains libres, c'est la sarbacane. Les oiseaux aiment s'abriter dans les roseaux sur les bords humides d'un ruisseau. On s'approche silencieusement. On s'enfonce dans cette forêt verte. Rien ne s'envole. Alors on lève la tête pour évaluer la taille des grands roseaux terminés par des plumets argentés. Du regard, on en choisit un dont la dernière section est suffisamment longue et d'un diamètre convenable puis, avec la lame d'un canif, on coupe à hauteur de nos bras la canne de 4 ou 5 mètres qui s'abat sans résistant. On la pèle, on lui enlève ses longues feuilles effilées et on coupe encore la partie finale à partir du dernier nœud. On la sépare du balai argenté qui servira de goupillon et on obtient une sarbacane de près de 60 cm. Le tube est doux aux lèvres, il sent le frais du bois tendre et du bord de l'eau. On n'a plus qu'à trouver des projectiles qui conviennent. Faute de fléchettes empoisonnées, on plante un petit clou dans une baie. Pour rire, on se bombarde avec des boulettes de mie de pain ou avec des noyaux d'olive. Et puis, on se repose dans la roselière en attendant de rentrer, en écoutant le bruit du vent dans les roseaux. Alan me dira plus tard que le vent dans les montagnes lui rappelait la caresse des feuilles coupantes sur le visage, quand on pénétrait dans la forêt verte des roseaux géants. On a de la chance d'être en bonne santé. Il faut croire que le climat indulgent et la nourriture frugale mais saine nous protègent. On dit bien autour de nous que quelques personnes sont devenues poitrinaires. On sait qu'elles sont atteintes par une maladie contagieuse, la tuberculose, mais on ne les voit pas car elles partent à la montagne, dans des endroits appelés sanatoriums. Les conditions de vie au cours de ces années de guerre et d'après-guerre ne ressemblent en rien cependant aux souffrances vécues en métropole. On finit par apprendre ce qui se passe en France, en Algérie et dans les autres pays en regardant les actualités au cinéma, en captant en partie les commentaires entre grandes personnes, en lisant les gros titres des journaux, en écoutant la radio ou en suivant les conversations entre nos parents. On finit par avoir une opinion, la même que celle de papa et de maman, sans se poser de questions, même si elle s'oppose à celle des gens du quartier. Mais ça ne nous préoccupe pas. On est trop petit pour se sentir concerné par cette réalité. La nôtre, la vraie, c'est l'école, et quand on est libre, on en invente une autre où on n'a que du plaisir. Aucun enfant du quartier n'a succombé à une infection grave, mais 2 accidents mortels ont marqué les esprits. Un bébé d'1 an a échappé à la surveillance de sa mère, et s'est noyé dans la grande bassine qui sert de baignoire. J'entends encore les hurlements de la pauvre femme et l'agitation autour de l'appartement du drame, jusqu'à l'arrivée tardive des pompiers qui se sont déclarés impuissants. Il y a eu des commérages pendant longtemps, puis les méchantes langues se sont tues quand Madame Segui a été hospitalisée pour un dérangement mental. La seconde victime faisait partie de la bande des plus petits. Ces mioches ont leurs propres occupations. On ne se mélange pas, on se regroupe par tranches d'âge espacées de 4 à 5 ans environ. Ils n'ont pas le même espace de jeu que nous. Eux, ils font leurs bêtises à domicile, dans l'impasse ou tout au plus, dans les champs derrière les immeubles, après la boulangerie. Mon petit frère a été témoin de l'accident, et nous a raconté ce qu'il a vu. À cette occasion, on a appris que le jeu favori de sa bande consistait à s'accrocher aux camions-citernes de chez Péaron. Ces camions roulent au pas en quittant ou en regagnant le garage aux portes de bois, qui ferment la rue. Invisibles le matin de très bonne heure, ils rentrent à la fin de la journée. On le sait, on leur laisse le passage. Ces va-et-vient constituent l'essentiel du trafic routier dans notre domaine, avec la fourgonnette de la gendarmerie et les semi-remorques de livraison de sacs de grains ou de cacahuètes au hangar de la RIMASA. Les habitants de la rue n'ont pas de voiture personnelle. Qui aurait pu s'offrir une des premières 4 chevaux Renault, ou des 2 chevaux Citroën, ou des Peugeot 202 apparus à la fin des années 40 ? S'accrocher à un camion, c'est le rattraper alors qu'il roule au ralenti en passant devant les immeubles, c'est saisir le pare-choc arrière et s'y asseoir pour une balade jusqu'au fond de l'impasse. Il y a mieux encore, empoigner les barreaux de l'échelle de côté qui permet de monter sur la cuve à vin. Le petit Tahar avait réussi à s'y suspendre. Un chaos lui a fait lâcher prise. Les doubles pneus de la roue arrière lui sont passés sur le corps. Après cette tragédie, plus personne n'a recommencé à s'accrocher au camion en marche. Beaucoup plus tard, on a appris que ces petits inconscients faisaient pire encore que cela. Quand un camion tirait une remorque, ce qui obligeait le chauffeur à ralentir davantage,
Les plus courageux passaient en courant, le dos voûté entre les 4 roues de la remorque. Aucun copain de notre génération, c'est-à-dire du groupe des moyens, ne s'est sérieusement blessé au point de mettre sa vie en danger ou d'être hospitalisé ni même d'avoir besoin de consulter un médecin. Non, c'est faux, c'est arrivé une fois à Alan lui-même. On s'amusait à plonger du haut des rochers dans des trous d'eau profonde. On avait renoncé à attraper quelques poissons, parce que ça ne donnait rien au bout d'une heure, et on avait posé sur les gros blocs de béton qui arrêtaient les vagues nos roseaux transformés en véritables cannes à pêche. On avait trouvé suffisant de descendre 2 mouettes en plein vol avec nos stacks, parce que ce n'était pas un gibier intéressant. Alors on s'est lancé des défis aquatiques. On a sauté du haut des blocs en faisant des fantaisies, mais c'était des plongeons de pied. Se jeter bras joints en avant pour faire des plongeons de tête, c'était une autre histoire. Naturellement, Alan en est arrivé là. Il a choisi des endroits favorables et 3 fois, il a piqué une tête de façon spectaculaire. Il prenait son temps avant de reparaître, riait en regagnant les petits rochers à fleur d'eau qui permettaient de remonter. Il n'a pas insisté pour que quelqu'un se décide à l'imiter. Puis il a changé de coin pour effectuer le dernier saut, avec élan. Cette fois, il est remonté à la surface avec précipitation. Il a escaladé les petits rochers pour arriver jusqu'à nous à l'aide d'une seule main. De l'autre il se couvrait l'œil et la joue gauche. Il ne se plaignait pas trop mais il était très inquiet car il saignait beaucoup. On a craint le pire mais quand il a soulevé la main pour nous montrer la blessure, on a vu que l'entaille faite par l'arête d'un rocher commençait juste sous l'œil et descendait jusqu'à la lèvre. Il n'a pas voulu se faire soigner chez un docteur. Il a dit que ça guérirait tout seul, mais la plaie était importante et le sang n'arrêtait pas de couler. On a fini par le convaincre d'aller aux urgences du centre de santé. C'est ainsi qu'on appelle le dispensaire qui se trouve derrière l'école de garçons, à côté de la 2e entrée du stade, celle des gradins découverts. La façade du bâtiment donne sur le terrain qui accueille les baraques foraines ou les cirques, tout près de la place des Platanes. Ce centre de soins est ouvert gratuitement à toute la population, en particulier aux plus pauvres, aux miséreux. On s'est dirigé tout de suite vers le bureau des dactylos. Ce n'est pas seulement parce que ma mère travaille là. En principe, elle n'a rien à voir avec l'accueil, mais c'est là que la plupart des gens s'adressent. Ils se sont donné le mot. Ils évitent ainsi d'être traités comme des moins que rien par une réceptionniste méprisante et impatiente qui n'aime pas les Arabes. Ma mère a conduit Alan aux urgences, et on a attendu dans le hall. En regagnant son bureau, ma mère a dit que ce n'était rien, qu'Alan allait être recousu et que je devrais m'expliquer à la maison. Alan est revenu une demi-heure plus tard avec un gros pansement sur la joue. Il était fier d'être observé comme un blessé après une bataille et d'avoir subi une intervention chirurgicale sans broncher. Si Alan ne faisait pas partie de la bande, on n'aurait pas ce goût de l'aventure. Derrière lui, on se lance dans des entreprises qui réclament du courage et de la solidarité qui nous ravissent et ne laissent aucune place au remords. D'où vient ce désir et ce plaisir de défier les interdits ? Il faut croire qu'on retrouve d'instinct le mode de vie des tribus primitives. On est des pêcheurs, des chasseurs, des cueilleurs. Mais on ne fait pas ça pour se nourrir. On est pauvre mais on ne meurt pas de faim. Si on lisait autre chose que des bandes dessinées, nos héros seraient ceux des romans de la bibliothèque verte dont nous parlent les maîtres. Nos modèles sont ceux qu'on retrouve au cinéma. Du moins ce sont ceux des westerns et des films de bagarre et aussi de guerre mais plus rarement, ce sont ces personnages qui nous fascinent, célèbres dans ces années 50. Après l'école primaire, on est tous rentrés dans le rang. Seul Alan a continué à vivre comme une de nos idoles, à se conduire de façon exemplaire. Tous les copains sont entrés en apprentissage après la classe de fin d'études. Seul Jean-Yves n'a pas eu le certificat. Il suit une formation pour être réparateur de machines à écrire. Jacques va devenir mécanicien chez Citroën comme son frère aîné. Raoul travaille à la carrosserie Lacroix au fond de l'impasse, et il lui est interdit de parler aux gosses de la rue que, d'ailleurs, on ne laisse pas approcher. Gérard apprend la menuiserie avec son père, et David est en CM1. Moi, je ne suis pas allé avec eux en CFE. Je suis entré en 6e au cours complémentaire. Alan est devenu apprenti chauffagiste, c'est-à-dire installateur de chauffe-eau et soudeur chez un patron qui le traite à la dure. Ça risque de faire des étincelles. Nous sommes devenus des adolescents.
Chapitre 2, Les bornes des plaisirs 1954 à 1957, les années nous. 1954. Alan et moi, nous venons d'avoir 15 ans en cette année 1954. Nous sommes très occupés tous les jours de la semaine, chacun de notre côté, mais nous nous revoyons régulièrement dès que notre travail nous le permet. Alan a un emploi qui l'oblige à rentrer tard chez lui tous les soirs, tandis que je suis collégien en classe de 3e. Aussi nous ne sommes libres de nous rencontrer qu'en fin de journée, quand le climat ne s'y oppose pas. En hiver, la nuit tombe vite, il pleut souvent à torrents et personne n'a envie de traîner dehors. Dès les beaux jours, tous les copains de la bande se réunissent comme autrefois, mais aux entrées des immeubles ils préfèrent maintenant le coin de la rue où ils voient passer plus de monde. Alan les fréquente toujours mais les discussions n'étant pas son fort, il ne s'attarde pas avec eux et se retire pour se consacrer à un projet dont il ne veut pas parler pour le moment. De mon côté, quand je retrouve Alan, je me rends compte que les relations dans le groupe ont évolué. C'est peut-être à cause des caractères qui s'affirment, peut-être à cause des penchants personnels, peut-être à cause des opinions transmises par les familles. Les modes de toutes sortes ont de plus en plus d'influence sur les goûts et les événements extérieurs sur les esprits. Ce qui se passe autour de nous nous concerne davantage quoique de façon inégale. Alan et moi sommes moins sensibles que les autres au modèle du moment que proposent les spectacles, et moins enclins à désirer ce que recommandent les réclames envahissantes. J'ai confié ces observations à Alan qui a apprécié à sa manière la belle expression que j'ai citée. Je n'en manque pas depuis que je me suis mis à lire sérieusement. Progressivement dans notre bande, les affinités deviennent électives. Alan a remarqué que j'étais devenu pédant. Il a raison mais il aime bien les mots lui aussi et n'est pas mécontent d'échapper un peu de cette façon à la pauvreté de notre existence. Il ne cache pas son amertume et son insatisfaction. Tu crois que je vais rester plombier chauffagiste toute ma vie ? Ça ne nous empêche pas d'aimer nous retrouver en groupe. Le nouveau lieu de rendez-vous des adolescents du quartier se situe exactement sur le trottoir de gauche en sortant de chez nous, à l'angle de notre impasse et de la rue Victor Hugo. Les uns s'assoient sur le rebord de la fenêtre au volet toujours fermé de chez Montserrat, le marchand de vin. Les autres se tiennent debout ou s'appuient contre le mur ou se déplacent pour plonger le regard jusqu'aux écoles ou jusqu'à la côte arabe, comme s'ils espéraient l'apparition de quelqu'un ou de quelque chose. Nous ne risquons pas d'être chassés de l'endroit pour tapage car cette fenêtre est condamnée. Elle se trouve juste derrière une des deux énormes cuves à vin en métal appuyées contre le mur du fond le magasin. Quand nous sommes en congé, quand nous n'avons pas d'horaire à respecter, nous nous livrons encore à des jeux de gamins. Nous n'avons pas renoncé à nos anciennes valeurs, la force et la ruse, même si nous en avons adopté de nouvelles comme la justice, la liberté et la réussite sociale. Le respect que nous manifestons à nos parents devient problématique. Il dépend plus des sentiments que de la reconnaissance de leur autorité. Nos conduites n'obéissent pas à une morale conventionnelle, surtout pas à celle que les religions font peser sur les gens pour qu'ils se sentent coupables. Avec de tels principes, nous pourrions croire que tout est permis. Non, nous avons toujours une conception trop élevée du héros pour nous abaisser à voler ou à détruire. Nous méprisons ces jeunes qui ne sont que des héros de faits divers. Ils font parler d'eux pour avoir vendu du plomb ou du cuivre récupéré sur un chantier afin de se faire de l'argent, ou bien pour avoir piqué des vêtements dans les magasins ou encore pour avoir dérobé un portefeuille dans le bus. La pauvreté n'excuse pas tout. Notre amour du sport s'explique par notre besoin de déverser notre trop-plein d'énergie, mais aussi par l'admiration que nous avons pour les champions qui se sont distingués grâce à leur capacité et à leur volonté. Naturellement, entre nous sommes toujours en compétition sur le plan sportif. Qui traverse la rue en marchant sur les mains ? Qui est le plus fort au bras de fer ? Qui arrive le premier à l'entrée du cinéma ? Qui soulève le poids le plus lourd ? Qui plonge le mieux ? Etc. À chaque défi, il faut faire ses preuves. Cela occupe une grande partie de notre temps libre. Un soir d'août, après dîner, au moment où la température devient plus clémente, la conversation roule sur la résistance physique ou sur l'endurance, la distinction est difficile à faire. Chacun se vante d'être infatigable en donnant des exemples de ses prouesses, notamment celles qu'il a accomplies à la piscine. Nous convenons que les compétitions se gagnent vers la fin, quand ceux qui sont à bout de souffle se laissent déborder. Qui est capable de courir le plus longtemps ?
Nous n'avons pas oublié l'exploit du messager qui, parti de Marathon pour annoncer à Athènes la victoire sur les Perses, a parcouru un peu plus de 40 kilomètres. Personne n'a envie de faire immédiatement la démonstration que cette performance est réalisable, pas même qu'il peut parcourir la moitié de cette distance. À ce moment, Alan déclare qu'il peut au moins faire 20 fois le tour du pâté de maison. Qui dit mieux ? Silence. Alors il enlève sa chemise, la tend à Gérard, retrousse les jambes de son pantalon au-dessus des genoux, se met pieds nus et s'élance. Vite, une montre pour chronométrer. Nous calculons approximativement la longueur d'une boucle à parcourir. Il faut tourner à gauche après la boulangerie, longer les immeubles, contourner le terrain vague, tourner encore à gauche en direction du marché, revenir vers la rue Victor Hugo en passant devant l'entrepôt d'Oury et la maison du café, puis remonter à hauteur de l'école de filles jusqu'à nous. Ça fait à peu près 800 mètres. Nous sommes à Uri. Coïncidence, il va passer 20 fois devant chez lui. Nous commençons à compter les passages d'Alan, nous lui crions le nombre de tours, nous l'encourageons avec enthousiasme en gesticulant au milieu de la chaussée. Antoine décide de tourner une fois à ses côtés. À l'arrivée, il témoigne en haletant, c'est dur, sa cadence est un peu trop rapide. Il faudrait l'arrêter s'il se met à peiner, non, il ne voudra jamais. Revenant du centre-ville, des passants que nous connaissons nous observent avec étonnement. Quelques-uns s'arrêtent pour s'informer. Des gens installés sur leur balcon pour prendre le frais font des remarques à haute voix. Les commentaires sont étonnants. Vous avez du temps à perdre. Il s'entraîne pour le championnat du monde ? Tous ces efforts pour rien. C'est qui cet Alan ? Ah, le fils de Djellad le magasinier, tu sais, l'ancien militaire. Ils sont doués pour la course de fond, les Arabes. S'ils étaient tous comme lui. C'est toujours eux qui travaillent pendant que les Espagnols et les Italiens regardent. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Etc., etc. 20. C'est fini. Laissez-le respirer. Alan se penche, les mains sur les hanches et vide ses poumons en chassant bruyamment le gaz carbonique. Il attend que ses battements cardiaques se calment. Il sourit en écoutant les compliments, il sourit sans parler, en encaissant nos bourrades d'admiration. Jean-Yves déclare, montre en main. Il a mis exactement 1h40 pour faire environ 12 km. Quelle a été sa vitesse ? Il faudrait faire une règle de 3. Je n'ai rien pour écrire. À mon avis, il a fait du 9 ou du 7 ou 8 km à l'heure. Nous lui demandons où il trouve cette énergie. Nous lui suggérons de ne pas en rester là. Ce serait dommage de laisser perdre ses dispositions naturelles. Il pourrait s'inscrire dans un club, faire de l'athlétisme par exemple. Il pourrait devenir célèbre comme Alain Mimoun, le champion de France du 5000 mètres et du 10 000 mètres qui finira probablement un jour par gagner le marathon aux Jeux Olympiques. Alan n'est pas peu fier mais il rit de ses conseils. Il répond simplement qu'il a d'autres projets en tête, il n'en dit pas plus. Ce n'est pas la première fois qu'Alan fait allusion à son avenir. Personne n'en doute, il a établi ses plans. Nous ignorons lesquels mais au moins lui il y a pensé. Nos vieux copains d'aventure, eux, ne semblent pas en avoir fait puisque leur parcours professionnel est déjà tracé. Moi aussi je suis déjà sur des rails, même si mon orientation est différente de la leur. L'école normale est le moyen de faire des études en étant entièrement prise en charge par l'État. Alan et moi nous nous sentons différents des autres mais dans le même temps, leur présence nous est nécessaire, ils nous servent de miroir, nous sommes rassurés de leur ressembler et d'être acceptés dans leur cercle. Nous nous aimons, peu importe si nous ne partageons pas les mêmes goûts. Nous nous intéressons sincèrement aux activités de chacun, sans pour autant manquer l'occasion de nous moquer affectueusement de nos passions et de nos savoir-faire. Tout le monde parle de sa profession, souhaite se spécialiser, fait étalage de ses compétences, espère une augmentation de salaire. Tout le monde raconte des anecdotes à propos de la vie des vedettes de l'écran et de la scène, celle du music-hall et non pas du théâtre. Nous n'avons que cela pour culture artistique. Nous n'avons aucune curiosité pour la peinture, la sculpture, l'opéra et la musique classique. Pourtant, nous sommes vaguement informés de leur histoire et de leur production contemporaine par la radio, par les actualités cinématographiques et par la lecture des journaux chez le coiffeur, c'est bien suffisant. Nous passons notre temps à confronter les choix que nous avons fièrement arrêtés. Nous n'avons de désaccord que sur les lauriers à décerner aux meilleurs footballeurs,
aux meilleurs acteurs, aux meilleurs chanteurs, aux meilleurs orchestres. Antoine et Raoul ont acheté l'un un transistor, l'autre un électrophone, ce sont deux grands amateurs de variété. Le premier adore Elvis Presley, le second sait par cœur les paroles de toutes les chansons à la mode, mais il ne les chante plus à tue-tête en marchant dans la rue comme autrefois. Il les interprète à la demande en contrôlant sa voix quand il attaque un succès d'Edith Piaf ou de Luis Mariano. Il arrive rarement que la conversation retombe, quand nous sommes réunis le samedi devant la fenêtre du coin de la rue. C'est ce qui se passe en cette fin de novembre où nous nous sentons désœuvrés. Dans ce cas, nous avons toujours la possibilité de nous relancer en reparlant avec animation du dernier film qui nous a enthousiasmés. Cette année, nous avons une raison supplémentaire de revivre les meilleurs moments du plus beau des westerns, celui qui à coup sûr ne sera jamais égalé, L'homme des vallées perdues de George Stevens. Cet engouement nous le devons à l'interprétation du rôle principal, Shane, par l'extraordinaire Alan Ladd. Notre passion pour cet acteur est née il y a 4 ans, grâce à Alan pour qui il était devenu une véritable idole. À l'âge de 10 ans, la monnaie obtenue en vendant de vieux journaux aux poissonniers et les pièces récupérées dans la rigole de l'allée centrale du marché, nous ont permis de nous offrir une place de cinéma sans devoir rien à personne. Le film qui a marqué l'événement s'intitulait Smith le taciturne. Depuis ce jour, Alan s'est identifié au comédien au point de se voir décerner à l'unanimité son surnom, comme si son destin avait été écrit puisqu'il s'appelle J-Ladd. Ce qui limite le nombre de nos distractions, ce sont de sérieuses raisons, ce n'est ni l'absence de désir, ni le manque d'imagination. Nous serions heureux de nous éloigner de chez nous, de passer par exemple une semaine au bord de la mer, de découvrir des petites villes dont nous ne connaissons que le nom. Jacques est allé une fois chez des parents à Villebourg, et il a traversé Castiglione, Tipaza, Cherchel. La tante et l'oncle de Antoine qui n'ont pas d'enfants l'ont emmené se baigner quand il était petit à Alger-Plage, à Surcouf et à Aïn-Taya. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore faire comme les grands qui nous racontent leurs équipées puisque nous n'avons pas de moyens de locomotion, pas même de vélo. Ceux qui travaillent comme apprentis donnent une part de leur paye à leurs parents et essaient de faire des économies. Si nous avions un peu d'argent de côté, nous pourrions partir en vacances, histoire de changer d'air pendant quelque temps. Il paraît que dans les pays scandinaves, il n'y a que des blondes qui ne cachent pas leur attirance pour les garçons du Sud. Elles ne sont pas sous surveillance, elles font elles-mêmes le premier pas. Tu serais bien content de revenir nous raconter tes exploits. Pas la peine d'aller si loin pour se changer les idées, et pour être heureux. Moi, je rêve de voyager en train ou en car pour visiter les grandes villes de notre pays. C'est vrai, nous avons seulement appris à les repérer sur les cartes. On en parle tous les jours autour de nous et aux informations mais nous ne les avons jamais vues. Oui, je me rappelle. À l'ouest Oran Mostaganem Sidi Bel Abbès, à l'est Bougie Beaune Constantine. Et la montagne ? Et le Sahara ? Et les pays voisins, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique ? Ce sont nos rêves de 15 ans. En cette fin d'année, nous croyons sincèrement que nous sommes prisonniers pour des raisons matérielles. Nous avons des ambitions à courte vue, comme si le monde se résumait à notre petit univers. Il est vrai qu'autour de nous, aucune agitation ne vient troubler nos habitudes. Nous sommes bien au courant des événements qui se sont produits le jour de la Toussaint, mais les commentaires entendus à la maison et un peu partout les ont réduits à peu de choses. À la pergola, le café où nous sommes allés faire un baby-foot, le patron a dit avec beaucoup de fermeté aux clients accoudés au comptoir. C'est pas une poignée d'assassins qui vont changer quoi que ce soit. L'armée va leur mettre la main dessus et les écraser jusqu'au dernier. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Sétif, à Guelma et à Kerata en mai 1945. Nous ignorons tout de notre propre histoire. Nous ne savons rien des peuples d'origine implantés en Algérie, rien de ceux qu'on appelle les indigènes, berbères, juifs, arabes, turcs, ni pour quel motif et dans quelles circonstances les Français se sont implantés en Afrique du Nord. Nous ne savons pas non plus exactement d'où sont partis nos ascendants pour venir s'installer dans ce pays qui est le nôtre. Ça m'a donné envie d'en apprendre davantage. Tandis que j'ai posé des questions à mon prof d'histoire, Alan a appris par son père que le chef du gouvernement français provisoire qui a ordonné la répression dans le Constantinois en mai 1945 était le général de Gaulle,
le général Duval a commandé les opérations exécutées par 2000 soldats avec l'appui de la marine et de l'aviation. Les nationalistes algériens avaient tué une centaine de Français au cours d'une émeute. Les représailles françaises avaient fait des milliers de victimes arabes. Finalement, l'insurrection avait été écrasée. 9 ans plus tard, c'est ce résultat qui reste dans les mémoires. Alan se demande si les coups de main déclenchés le 1er novembre auront une suite. Il pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée française a eu toutes ces années pour se réorganiser parfaitement. Il dit qu'elle a fait ses preuves récemment en Indochine, bien que la victoire n'ait pas été possible pour des raisons politiques. Moi, je suis troublé par le fait que l'une des premières victimes des attentats de novembre, un certain Monroe, était instituteur dans les Aurès. Si un jour je fais ce métier, mon dévouement à l'égard de la population ne suffira pas à me protéger. Les copains n'ont pas l'air de se préoccuper de ce qui s'est passé loin des villes. La vie continue. En tout cas, nous avons compris que pour le moment nos rêves d'évasion ne sont pas réalisables. 1955. Un soir d'été vers 18h, nous sommes 3 à discuter de tout et de rien et à nous marrer pour un oui ou pour un non. Avec moi, il y a Gérard et Antoine. En attendant les autres qui ne vont pas tarder à débaucher, nous nous moquons un peu de l'élégance d'Antoine. Il porte une chemise bleu foncé avec des épaulettes. Il a une façon à lui de l'ouvrir aux 2 premiers boutons en pliant les bords en forme de point d'interrogation. Il retrousse les manches longues seulement au-dessus de ses poignets. À plusieurs reprises, il relève le col sur sa nuque et passe ses doigts dans son abondante chevelure noire. Il nous apprend qu'il a acheté son Jean délavé au marché de Maison Carrée pour une bouchée de pain, et il nous montre en même temps ses mocassins bien cirés. À cet instant, nous sommes violemment bousculés et écartés du passage. Nous n'avons pas vu arriver quelqu'un dans notre dos. Alors tout va très vite. Nous avons reconnu Nigu, le jeune boxeur noir qui habite au ruisseau. C'est un costaud de petite taille, un peu voûté, tout en muscles, au nez écrasé, au regard méchant. Comme nous avons protesté et que nous nous sommes montrés menaçants, il sourit de toutes ses dents et se met en garde. Nous nous immobilisons. Soudain, il expédie un direct à Gérard, un doublé au foie à Antoine et m'envoie au tapis d'un seul crochet, sans que nous ayons eu le temps de réagir. Il se marre un bon coup, et poursuit tranquillement son chemin. Nous vérifions que nous n'avons rien de cassé. Nous ne sommes pas fiers. Nous ne savons pas quoi dire. Nous palpons en silence nos endroits douloureux. Là-dessus arrivent Jacques et son grand frère Christian, suivis de près par Jean-Yves. Quand notre agitation se calme et que nous avons bien exprimé notre désir de vengeance, André nous recommande d'être prudents la prochaine fois. Nigu n'a certainement pas appuyé ses coups, il pourrait le faire. Aucun d'entre nous ne pourrait lui tenir tête, il faudrait lui tomber dessus à plusieurs et lui immobiliser les bras, mais c'est lâche, ça ne se fait pas. Le mieux, ce serait de l'amadouer, d'enterrer la hache de guerre en lui proposant d'aller boire un verre si c'est possible. Quand on n'a pas la force, il reste à pactiser. Il faut essayer de comprendre pourquoi il en veut au monde entier. Inutile d'en parler à certains excités du quartier qui sont capables de tout, surtout en ce moment. Ce soir-là, Alan sortit trop tard de son boulot et rentrait directement chez lui. Le lendemain, nous sommes allés tous les deux nous balader du côté du marchand de cycles et de scooters. Alan rêve de s'acheter un jour une Vespa. Je lui ai raconté la mésaventure humiliante de la veille. Il ne s'est pas moqué de moi. Il a dit que nous avons bien fait de ne pas avoir essayé d'affronter individuellement le petit boxeur, et surtout de ne pas lui être tombé dessus à 3. Il a ajouté qu'il aimerait se mesurer à lui, s'il en avait l'occasion. Ça n'avait pas l'air d'être une fanfaronnade. Je ne lui ai pas fait part de mes doutes. J'ai pensé que cela ne se produirait probablement pas. J'ai préféré lui demander son avis sur les réflexions qu'avait formulées Christian, et sur ses conseils de prudence. Christian a fait allusion aux événements qui ont éclaté à la Toussaint Rouge, et aux troubles qui ont suivi. Nous sentons bien une tension dans les esprits, et nous constatons que l'hostilité à l'égard des Arabes a augmenté. De leur côté, ils se montrent méfiants et nous évitent. Pour le moment, cette question n'est pas au centre de nos préoccupations, d'autant qu'autour de nous tout le monde s'accorde à dire que cette nouvelle révolte sera jugulée comme les précédentes. Les précédentes ? Oui,
Maintenant nous avons au moins entendu parler des révoltes de 1945. Notre ignorance des faits historiques comme notre absence de conscience politique s'explique par une éducation en milieu fermé. Nous avons mené une existence qui nous a tenus à l'écart des réalités sociales. Nous n'avons pas connu la misère, nous n'avons pas été victimes d'injustice. Cependant, si notre mode de vie a fait de nous des ignorants et des égoïstes heureux, il nous a préservés jusqu'à présent des mauvaises passions. Nous n'avons pas été embrigadés dans une communauté religieuse. Nous n'avons pas méprisé ceux qui sont différents de nous par leur culture. Est-ce que dorénavant cela va être remis en cause? Alan ne partage pas entièrement mon point de vue. Il est bien placé pour savoir que les Arabes n'ont pas les mêmes droits que les Européens, et qu'ils sont considérés comme des inférieurs. Il a vu son père se faire maltraiter par son patron. Il a vu son père ne rien répondre quand il est insulté. Il a vu son père baisser la tête devant Monsieur Doury rouge de colère. Presque tous les soirs, il voit son père ivre devenu faible comme un enfant. Alors il le soutient, il l'aide à se coucher en lui parlant gentiment tandis que les femmes pleurent en silence. Il n'aime pas les poivreaux mais il aime son père, du moins le père qui lui racontait des épisodes de sa vie au front pendant la guerre. Ce père dont il était fier, ce sergent-chef qui était présent à Monte Cassino et qui s'était battu pour que la France soit libre. À 15 ans, Alan veut que justice soit rendue aux Algériens mais que cela soit obtenu de manière pacifique. Il veut que tous les habitants... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.